Papa m'a renié devant 80 invités. Ta sœur recevra 230 millions de dollars. Tu as de la chance que je te laisse encore utiliser mon nom. Maman a ri. Je suis sorti. Le lendemain matin, un avocat m'a remis un bracelet d'hôpital vieux de 35 ans. Mon nom n'y figurait pas. J'ai levé les yeux. Je m'appelle Chloé Owen, j'ai 35 ans. Voici l'histoire de la nuit où ma famille m'a effacé et du morceau de plastique vieux de 35 ans qui a effacé leur version à la place. Tout commence il y a 25 ans avec un bulletin scolaire sur un réfrigérateur. J'avais 10 ans. C'était un mardi, car les mardis étaient les jours où Madame Pell envoyait les bulletins scolaires à la maison dans des enveloppes brunes scellées. Et j'avais porté le mien pendant tout le trajet en bus comme s'il était fait de verre, que des A, dans chaque colonne. Je me souviens m'être entraîné dans ma tête à la manière dont je le tendrais à mon père, nonchalamment, comme si de rien n'était. Parce que dans notre maison, vouloir des éloges était pire que d'échouer. Brianna est arrivée la première dans la cuisine. Elle avait 7 ans et avait obtenu un B+ dans une matière, et mon père a tenu son bulletin à la lumière comme s'il s'agissait d'un certificat d'action. Il a lu à voix haute chaque commentaire des professeurs. Il a prononcé le mot « effort » à 3 reprises. Puis il a pris le mien, a jeté un coup d'œil à la colonne de A de la même façon qu'on regarde un reçu que l'on sait déjà exact, et l'a posé sur le comptoir à côté du courrier. « Ne cherche pas les compliments, Chloé », a-t-il dit sans lever les yeux. C'est inconvenant. Ce soir-là, le bulletin de Brianna s'est retrouvé sur le réfrigérateur sous l'aimant en forme de phare. Le mien est allé dans le tiroir avec les menus de vente à emporter. Ma mère est restée sur le pas de la porte de la cuisine pendant tout ce temps. Elle a tout vu. Elle s'est essuyée les mains sur un torchon et n'a rien dit, ce que je finirai par comprendre comme étant sa langue maternelle. Je veux être prudente ici car il serait facile de vous raconter mon enfance comme une liste de blessures. Et ce n'est pas le but. Le but est ce que cette cuisine m'a appris. Elle m'a appris que dans la maison Owen, l'amour était un article d'exposition et que le nom de quelqu'un d'autre était toujours sur l'étagère. Elle m'a appris à cesser de tendre aux gens des choses que je ne pouvais pas me permettre de voir ignorées. Et elle m'a appris, c'est la partie qu'il m'a fallu 35 ans pour désapprendre, que si j'étais simplement assez utile, assez prudente, assez excellente, un jour il y aurait de la place pour moi sur ce réfrigérateur. Il n'y en a jamais eu. Mais l'entraînement s'est avéré utile. Je suis désormais expert principal en sinistre. Grand sinistre. 13 ans chez Hartwell Mutual à Columbus. Ce qui signifie que lorsque votre maison brûle ou qu'un tuyau transforme votre rez-de-chaussée en étang, c'est moi qui marche à travers les décombres avec un porte-bloc et découvre ce qui s'est réellement passé. Les gens pensent que le travail tourne autour de l'argent. Ce n'est pas le cas. C'est une question d'histoire. Tous ceux qui déposent une réclamation vous racontent une histoire. Et mon travail consiste à trouver l'endroit où l'histoire et les preuves cessent de concorder. Je photographie tout 2 fois. Je garde des copies de copies. Mon ami Tessa, qui a le bureau à côté du mien, m'a dit un jour, tu lis les gens comme les dégâts des eaux. Tu trouves toujours là où ça a commencé. Je pensais autrefois avoir appris cela en formation. Ce n'était pas le cas. Je l'ai appris dans une maison où l'histoire officielle ne correspondait jamais à la pièce dans laquelle je me tenais. En voici un exemple. Quand j'avais 18 ans, le fonds pour les études supérieures que ma grand-mère avait aidé à créer pour moi a discrètement disparu. Mon père a appelé cela une restructuration. L'argent avait été réalloué à l'avenir de Brianna parce qu'elle était à un âge critique. J'entrais à Ohio State cet automne-là. J'ai souscrit des prêts. J'ai travaillé 25 heures par semaine dans un café. Et à l'automne de ma 2e année, il m'a manqué $4 800 pour mes frais de scolarité. Je me suis assise dans une cage d'escalier à refaire le calcul encore et encore, comme si l'arithmétique pouvait cligner des yeux la première. 2 semaines plus tard, le service de l'intendance m'a informé que mon solde avait été payé par une entité appelée le Buckeye Future Hardship Fund. Je n'avais jamais postulé. Je n'ai jamais trouvé de formulaire de demande. J'ai quand même écrit une lettre de remerciement, cher bienfaiteur, parce que je ne connaissais pas de nom, et je l'ai envoyée à la boîte postale indiquée sur le reçu. Personne n'a jamais répondu. J'ai décidé qu'il s'agissait de l'une de ces petites miséricordes anonymes que le monde vous tend parfois, et je l'ai rangée dans le tiroir de ma mémoire où je conservais les choses qui ne cadraient pas avec l'histoire. Ce tiroir était plus plein que je ne le pensais. Il y avait un homme dedans, entre autres. L'associé de mon père.
Tout le monde l'appelait oncle Neil, bien qu'il ne fût l'oncle de personne. Neil Harmon était l'autre moitié de Harmon Owen Builders. La moitié silencieuse, celle qui vérifiait les calculs pendant que mon père serrait les mains. Quand j'avais 8 ans, lors d'un pique-nique d'entreprise, il m'a appris à lancer une ligne de pêche depuis un ponton pendant que les autres adultes jouaient au fer à cheval. Il s'est accroupi derrière moi, a stabilisé mon poignet et m'a dit, il y a des choses qu'on mesure 2 fois, gamine, y compris les gens. Quand j'avais 12 ans, il m'a offert une vraie calculatrice d'ingénieur, le genre avec des fonctions que je ne comprendrais pas avant des années, et m'a dit que je grandirais avec. Et puis, vers mes 18 ans, il a tout simplement cessé d'être nulle part. Aucune dispute dont j'ai jamais entendu parler. Pas d'adieu. Il était toujours l'associé de mon père. Son nom était toujours sur les camions, mais il a disparu des barbecues, des fêtes de Noël, des remises de diplômes. Il y a une photo de ce dernier pique-nique que j'ai regardé 100 fois depuis. Tout le monde fait des grimaces pour l'appareil photo. Neil est à moitié hors cadre, sur le bord, et il est le seul à regarder directement dans l'objectif, comme si c'était lui qui prenait la photo de nous. Je n'ai jamais demandé pourquoi il avait disparu. Dans ma famille, on apprenait à ne pas poser de questions sur les personnes qui disparaissaient des photographies. Pendant la plus grande partie de ma vie d'adulte, rien de tout cela ne ressemblait à un mystère. Cela ressemblait à la météo. Puis, en novembre dernier, le temps a changé. Le mot a couru que le Crestlin National Group, l'une de ces entreprises qui achètent des constructeurs régionaux comme d'autres achètent des provisions, voulait Harmon Owen. Le chiffre chuchoté à chaque réunion de famille à laquelle je n'étais pas invité était de 230 millions de dollars. Je devrais expliquer ce que représentait réellement ce chiffre, car mon père ne l'a jamais fait. Ce n'était pas de l'argent liquide dans un coffre-fort. C'était la valorisation de l'ensemble de l'entreprise. L'équipement, les contrats, les terrains, le nom. Et l'entreprise ne lui appartenait même pas entièrement. Mon père en possédait 52%. Neil Harmon en possédait 40%. Les derniers 8% avaient été répartis il y a des années entre 3 employés qui étaient là depuis le début. À l'époque où toute l'opération se résumait à 2 hommes, un camion et un contrat dont personne d'autre ne voulait. Mon père aimait arrondir tout cela et l'appelait « mon entreprise ». Il avait arrondi les choses toute sa vie. Brianna était dans les murs depuis 2019. Directrice du développement commercial, un bureau avec son nom sur la porte, une carte d'entreprise dans son portefeuille. Elle avait 31 ans et parlait de la transition comme d'autres parlent d'un mariage. Cet hiver-là, la phrase que je n'arrêtais pas d'entendre indirectement était que papa devait régler la succession avant de signer. Je ne pensais pas beaucoup à ce que cela signifiait pour moi. Je savais déjà ce que j'étais dans cette famille. J'étais le tiroir avec les menus de vente à emporter. En mars, une lourde enveloppe crème est arrivée à mon appartement. Lettre en relief. Harmon Owen Builders fête ses 42 ans. Cocktail au club de golf de Fairbrook. Je l'ai retourné 2 fois à la recherche d'un mot manuscrit. Il n'y en avait pas. Mon 35e anniversaire est tombé 9 jours avant la fête. Personne n'a appelé. Ni ma mère, ni mon père, ni Brianna. J'ai mangé des plats à emporter sur le comptoir de ma cuisine et je me suis dit que 35 ans, c'était trop vieux pour compter encore qui se souvenait. La veille de la fête, mon téléphone a sonné. Maman. Elle n'a pas dit joyeux anniversaire en retard. Elle ne m'a pas demandé comment j'allais. Il y avait une tonalité étrangement prudente dans sa voix, comme quelqu'un qui lit une carte sous une mauvaise lumière. Porte quelque chose de discret, a-t-elle dit. S'il te plaît, ne le mets pas en colère demain. Maman, c'est un cocktail. Qu'y a-t-il pour le mettre en colère? Une pause, une demi-seconde trop longue. Sois juste discrète, Chloé, s'il te plaît. Elle a raccroché la première. Je suis resté debout dans ma cuisine, le téléphone à la main, et je me souviens avoir pensé que je connaissais tous les registres de la voix de ma mère. Celui du spectacle, celui qui arrondit les angles, celui qu'elle utilisait avec mon père comme une main sur un cheval effarouché. Ce n'était aucun d'entre eux. Celui-ci avait peur. Et je ne savais pas encore qu'elle n'avait pas peur pour elle-même. Le club de golf de Fairbrook réussit très bien un certain genre de soirée, lumière ambrée tamisée, un trio de jazz que personne n'écoute et assez de noyés polis pour donner aux mauvaises nouvelles un air officiel. À 19h, la salle de bal comptait 80 personnes, et je pouvais cartographier chacune d'entre elles.
Ce n'est pas une façon de parler. C'est le métier. Je suis entré et j'ai fait ce que je fais sur le lieu d'un sinistre. J'ai lu la pièce. Près du bar, les gars du chantier et leurs épouses, des cravates qu'ils détestaient, riant trop fort parce que les bars ouverts rendent les hommes loyaux nerveux. Près des fenêtres, les sous-traitants et les fournisseurs faisant des cercles lents dans la salle. 2 tables d'amis de l'église que ma mère avait accumulées sur 30 ans. Les femmes qui géraient la braderie de printemps comme une campagne militaire. Un groupe de la banque, un conseiller municipal. Gus Weaver, le contremaître de mon père depuis 2 décennies, debout le dos au mur comme le font les hommes qui préféreraient être sur un chantier. La famille était assise à la table 1, tout devant. J'étais à la table 11, près des portes de la cuisine, entre la femme d'un fournisseur et une chaise vide. J'ai remarqué cela avec un calme étrange, de la même manière qu'on remarque une exclusion de garantie dans une police. L'emplacement est une information. Et à la table 3, près de l'avant, était assis un homme que je n'avais pas vu depuis près de 17 ans. Neil Harmon avait vieilli comme le font les hommes minces, asséché plutôt que lourd, ses cheveux devenus entièrement blancs. Il portait un costume gris et se tenait très immobile au milieu du bruit. Un serveur lui avait versé du champagne pour le toast et le verre se trouvait devant lui, intact, les bulles retombant. Je me souviens avoir pensé, sans grand intérêt, qu'il ne buvait toujours pas lors de ces événements. Puis Brianna est apparue à mon épaule dans une robe bordeaux, sentant le comptoir de parfum de chez Saks. « Papa a une grande annonce », a-t-elle dit, en me serrant le bras un degré trop fort. Essaie de sourire pour une fois. Elle est partie avant que je ne puisse répondre, glissant vers la table 1, et je l'ai regardé se pencher et chuchoter quelque chose à mon père. Et je l'ai vu acquiescer et un vieil instrument dans ma poitrine, celui calibré dans cette cuisine il y a 25 ans, a commencé très calmement à enregistrer de la pression. Le trio s'est arrêté. Mon père a pris le micro à l'avant de la pièce. Il avait 69 ans et était toujours bâti comme l'entrée d'une grange, et il avait l'assurance facile d'un homme qui a été la voix la plus imposante dans chaque pièce pendant 4 décennies. Il a parlé de 1984. 2 hommes, un camion, un contrat sur un centre commercial dont personne d'autre ne voulait. Il a obtenu ses rires. Il a remercié la banque, la ville, les épouses. Il a prononcé le mot « héritage » à 4 reprises. J'ai compté. Et puis sa voix est passée sur un ton plus bas, celui qu'il utilisait pour licencier les gens. Et il a dit que le véritable produit d'une entreprise n'est pas les bâtiments, c'est la succession. Qu'un homme passe toute sa vie à découvrir lesquels de ses investissements arrivent à maturité. Le micro a émis un court sifflement de Larsen, et dans la demi-seconde de grimace et de rire qui a suivi, j'ai vu la main de ma mère s'aplatir sur la nappe. Ma fille Brianna hérite de l'entreprise, a déclaré mon père. 230 millions, Chloé. Il m'a trouvé à la table 11. 80 visages se sont tournés avec le sien. Tu as de la chance que je te laisse encore porter le nom. La plupart des hommes l'auraient supprimé il y a des années. Et ma mère a ri. Ce rire éclatant, portant, exercé. Et voici le détail que je n'ai pas compris avant 5 semaines supplémentaires. Elle a ri trop tôt, une demi-seconde avant que la salle ne puisse décider s'il s'agissait d'une blague. Comme un soliste qui entre avant l'orchestre parce qu'il a répété le morceau tant de fois qu'il n'a plus besoin du chef d'orchestre. La salle n'a pas réagi comme un seul homme. Les salles ne le font jamais. Quelques personnes de la banque ont ricané, incertaines, jetant des regards latéraux pour vérifier la consigne. La table de l'église s'est soudainement montrée rigoureusement intéressée par les centres de table. L'une des épouses de fournisseurs a chuchoté, « Est-ce une blague ?» Et son mari a murmuré en retour, « Ray ne plaisante pas », et a attrapé son verre d'eau. Quelque part derrière moi, un téléphone s'est élevé au-dessus de la foule pendant 3 secondes et est redescendu. Gus Weaver a fixé mon père, la mâchoire crispée, la couleur le quittant à partir du col, et il a posé son verre sur un plateau avec un soin exagéré, comme si l'alternative consistait à le lancer. Et à la table 3, une chaise a grincé. Neil Harmon était à moitié levé de son siège. Ses jointures étaient blanches sur le dossier de la chaise et sa bouche était ouverte autour d'un mot qui n'est jamais venu. Pendant une longue seconde, j'ai pensé qu'il faisait une sorte de crise. Puis il s'est rassis lentement, comme un homme qui s'immerge dans une eau glacée, et a fixé la nappe devant lui. J'ai tout enregistré de la manière dont j'enregistre un schéma d'incendie, automatiquement, pour plus tard, car dans l'instant, il n'y avait pas de plus tard.
Il n'y avait que le micro dans la main de mon père et le rire de ma mère flottant encore dans l'air comme de la fumée, et 80 personnes attendant de voir ce que ferait la fille mal aimée. Mon pouls résonnait dans mes oreilles. Mes mains sur la table étaient parfaitement stables. Ces deux choses étaient vraies en même temps et une seule d'entre elles était visible, et j'avais passé toute ma vie à m'en assurer. J'ai fait ce que je fais. Documenter, préserver, sortir. Je me suis levé. J'ai posé ma serviette sur la chaise. J'ai récupéré mon manteau au vestiaire sans attendre que la jeune fille trouve le ticket. Elle a vu mon visage et me l'a simplement tendu. Et j'ai traversé cette salle de bal exactement au rythme où je traverse une maison après un incendie, passant devant la table de l'église, devant la banque, devant la table 3, où un homme aux cheveux blancs regardait tout au monde sauf moi, tandis que ses mains tremblaient contre le bois. Ma part de gâteau était toujours à ma place quand je suis parti. Glaçage blanc, le logo de l'entreprise tracé alors. Je l'ai vu sur une photo que quelqu'un a postée plus tard. Intact. C'est une chose étrange, les détails qui survivent. Au stand du voiturier, un gamin d'environ 20 ans a pris mon ticket numéro 112 et est parti en courant dans le froid. Lorsqu'il a amené la voiture, il a tenu la portière et a dit « Tout va bien, madame ?» Longue soirée, ai-je dit. Il a hoché la tête comme si cela expliquait tout. D'après son expérience, c'était probablement le cas. Je ne me souviens pas du trajet de retour. Je me souviens de mon appartement, le manteau toujours sur le dos, assise sur le bord de mon lit, faisant ce que je fais depuis l'âge de 10 ans, inventorier ce qui a été dit, qui a vu, ce que cela a changé. Le calcul continuait de donner le même résultat. Rien n'était vraiment différent. Ils avaient simplement procédé à la lecture publique d'un document que je portais toute ma vie. À 23h40, mon téléphone s'est allumé. Un numéro que je ne connaissais pas. Indicatif régional local. Une sonnerie. Même pas une sonnerie complète. Plutôt le tout début d'une sonnerie. Et puis rien. Aucun message vocal. Aucun SMS. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Mauvais numéro, me suis-je dit. À 23h40, la pire nuit de ma vie. Le pouce de quelqu'un avait glissé. J'étais une professionnelle des preuves se racontant une histoire. Et comme la plupart des histoires dans ma famille, elle n'a pas survécu au matin. On a frappé à 9h le dimanche matin. 2 coups. Régulièrement espacés, les coups d'un homme qui facture à l'heure. À travers le Judas, un sexagénaire aux cheveux argentés coiffé d'une raie impeccable, par-dessus anthracite, porte-document en cuir assez vieux pour avoir une histoire. Pas un huissier. Il s'habille plus simplement. Pas l'un des gars du contentieux de mon père. Ils se déplacent par deux et se tiennent trop près de la porte. J'ai ouvert avec la chaîne de sécurité. Oui, mademoiselle Owen. Je m'appelle Martin Hay. Je suis avocat. Il a tendu sa carte dans l'ouverture, au niveau de mes yeux, et a attendu sans l'ombre d'une impatience pendant que je la lisais. Hay & Croft, avocat, succession, fiducie et planification successorale. Je m'excuse pour l'heure et pour le jour. Si mon père vous envoie, ce n'est pas le cas. Je ne suis pas là pour hier soir, mademoiselle Owen. Un temps d'arrêt. Je suis là pour une nuit d'il y a 35 ans. Il y a des phrases qui réorganisent les meubles dans votre tête. J'ai regardé la carte à nouveau. Succession, fiducie, pas un homme de main, pas une menace. Du moins pas la forme de menace que je connaissais. J'ai refermé la porte, fait glisser la chaîne et l'ai rouverte. Et puis, parce que je suis qui je suis, j'ai dit, donnez-moi une minute, je l'ai laissé debout dans le couloir et je l'ai cherché sur le site du barreau de l'État. Martin R. Hay, inscrit en 1993. Aucun antécédent disciplinaire. La photo correspondait. J'étais toujours exactement au même endroit quand j'ai rouvert la porte, et quelque chose dans son expression suggérait qu'il s'était attendu à cette pause et l'approuvait. À ma table de cuisine, il a refusé le café, a posé le porte-document à plat et en a sorti un seul objet, une pochette en plastique transparent scellée sur un bord, du genre de celle que j'utilise pour les preuves sur les scènes d'incendie. À l'intérieur se trouvait un bracelet d'hôpital, non pas blanc, plus maintenant. 35 ans lui avait donné la couleur d'un thé léger, le modèle avec un insert dactylographié sous une fenêtre en plastique, comme on le faisait avant les codes-barres. Je ne l'ai pas touché. Je me suis penché et l'ai lu à travers la pochette.
Bébé femelle Callaway 120 391 et un petit numéro estampillé dans le coin. Le 12 mars 1991 est mon jour de naissance. Callaway n'est pas mon nom. C'est le nom de jeune fille de ma mère. Un nom qu'en ce qui concerne le registre officiel de ma vie, elle avait cessé d'utiliser 2 ans avant ma naissance. Je suis resté assise avec cela pendant un moment, de la façon dont on reste devant une réclamation où les dates ne collent pas. Et puis la deuxième chose a fait tilt, la chose que mes mains ont comprise avant ma tête, parce que j'ai manipulé des dossiers médicaux et des dossiers de blessures corporelles pendant 13 ans. Le bracelet était trop grand. Un ruban de nourrisson est une petite boucle que l'on pourrait porter comme une bague. Celui-ci était dimensionné pour un poignet d'adulte. À l'époque, les hôpitaux utilisaient des bracelets numérotés assortis. Un pour la mère, un pour le bébé et un pour la personne accompagnante, le membre de la famille autorisé à franchir les portes de la pouponnière. Les numéros devaient correspondre où vous ne teniez pas l'enfant. Quelqu'un avait porté cela. La nuit où je suis né, quelqu'un se tenait dans cet hôpital en portant un bracelet qui correspondait au mien. J'ai levé les yeux. Il me regardait faire le calcul. Et quand il m'a vu aboutir, il a hoché la tête une fois, presque doucement. C'est pour cela que nous sommes là, a-t-il dit. Je lui ai fait tout répéter 2 fois, et il n'a jamais varié d'un mot. Son client avait conservé ce bracelet pendant 35 ans. Son client souhaitait me rencontrer. Le nom de son client, pour le moment, il n'était pas autorisé à le divulguer. Alors nous avons terminé, ai-je dit. Je n'accepte pas de rendez-vous avec des hommes anonymes au sujet de ma propre naissance. C'est une position raisonnable. Il n'a pas bougé. J'aurai la même. Donc, je vais vous dire la seule chose que je suis autorisé à dire. Il a posé sa main à plat à côté de la pochette, sans la toucher. Mon client était à l'hôpital avant votre père. Le réfrigérateur bourdonnait. Quelque part en dessous de nous, la télévision d'un voisin murmurait un jeu télévisé. Ce n'est pas possible, ai-je dit. Je suis né à 3 heures d'ici. Ma mère a accouché prématurément alors qu'elle rendait visite à ma grand-mère en Virginie occidentale. Mon père a conduit toute la nuit. C'est l'histoire. C'est l'histoire, a convenu Aïe sur un ton qui a fait quelque chose de terrible au mot « histoire ». J'ai demandé pourquoi maintenant. Pourquoi ce matin particulier sur 12 000 matins? Il a jeté un coup d'œil à sa montre. Une vieille habitude plutôt que de l'impatience. Parce qu'hier soir, mademoiselle Owen, mon client a épuisé toutes ses raisons d'attendre. Hier soir, la fête, l'appel manquait à 23h40. J'ai gardé le visage impassible et la voix neutre, la voix des dépositions, et je lui ai dit que je vérifierais tout de manière indépendante avant d'accepter quoi que ce soit et que si la moindre partie de cela était une manœuvre liée à l'entreprise de mon père, je trouverais la faille parce que trouver des failles était ma profession. Pour la première fois, quelque chose de proche d'un sourire a traversé son visage. Mon client a dit que vous diriez à peu près cela. Il s'est levé, a boutonné son manteau et a laissé la pochette scellée sur ma table. C'est à vous. Cela l'a toujours été en un sens. Une dernière chose, pour que vous ne fassiez pas un voyage inutile, un acte de naissance ne vous aidera pas. En vertu de la loi, le mari d'une femme mariée est présumé être le père et figure automatiquement sur le registre. Personne ne vérifie. Le système remplit l'histoire qu'on lui donne. Il a marqué une pause à la porte. Le papier n'est honnête qu'à la hauteur des gens qui le nourrissent, mademoiselle Owen. Je suppose que vous le saviez avant moi. Puis il est parti, et je me suis retrouvé seul avec un morceau de plastique plus vieux que ma mémoire. Je n'ai pas pleuré et je n'ai pas appelé le numéro qu'il avait laissé. J'ai fait ce que je fais. J'ai pris un dossier en papier craft sur mon bureau, j'ai écrit « CO Origine » sur l'onglet et j'ai ouvert un dossier sur moi-même. À midi, je savais que le Camden Valley Medical Center à Parkersburg, en Virginie occidentale, l'hôpital où j'étais né, avait fermé en 2011 et que ses archives avaient été transférées sous la garde du comté. Récupération en personne, pièce d'identité officielle, pendant les heures de bureau uniquement. Très bien. J'ai déjà extrait des dossiers de sous-sol de tribunaux dans 4 États. Ensuite, j'ai appelé ma mère. J'ai gardé un ton léger. Un appel du dimanche ordinaire. Et après 2 minutes, j'ai demandé, comme si cela venait de me traverser l'esprit, dit, dans quel hôpital suis-je réellement né? Quelqu'un au travail faisait un de ces trucs de généalogie.
La pause a duré 2 secondes. Je le sais parce que je comptais et parce que 2 secondes sont une éternité dans une conversation entre une mère et sa fille sur un fait simple. Qu'en valait, a-t-elle dit, et le reste est sorti de manière fluide et rapide. Une récitation. Travail prématuré. Mamie Lorraine tout juste veuve et en mauvaise santé. Ton père conduisant toute la nuit. De la neige sur les montagnes, poncée et polie, chaque angle arrondi. Puis, sans aucune transition, ton père attend des excuses, Chloé. C'est la seule formalité administrative dont cette famille a besoin. Elle a raccroché avant que je ne puisse décider à quel mensonge répondre. Ce soir-là à 21h52, mon téléphone a vibré. Brianna, quoi que tu sois en train de chercher, arrête de faire honte à la famille. Je l'ai lu 4 fois. Je ne l'avais dit à personne. Pas à Tessa, pas à une seule âme. J'avais passé exactement un coup de fil à ma mère au sujet d'un hôpital. Quelque part entre la cuisine de ma mère et l'épouse de ma sœur, un fil courait que je ne pouvais pas voir. J'ai posé le téléphone face contre table, regardé le bracelet couleur thé sur ma table et compris que je n'enquêtais plus sur un bracelet. J'enquêtais sur ma famille, et ils le savaient déjà. J'ai pris mon jeudi et mon vendredi. 13 ans sans utiliser de congé maladie vous octroie un long week-end sans poser de questions. Le trajet jusqu'à Parkersburg représente 3 heures d'autoroute qui se transforment en vallée fluviale. Les collines se resserrent, vertes et basses, comme elles le font dans ce coin de Virginie occidentale. J'avais fait le trajet enfant pour rendre visite à grand-mère Lorraine. Je me souvenais du pont sur l'Ohio, de l'odeur de son Porsche. Ce que je n'avais jamais fait, c'était de réfléchir au trajet lui-même. 3 heures. Ma mère, enceinte de 9 mois, à 3 heures de son mari, de son médecin, de sa maison. Les femmes ne s'éloignent pas autant de chez elles au cours de leur dernier mois par accident. Elles s'y rendent délibérément. Le bureau des archives du comté se trouvait dans une annexe derrière le palais de justice, une longue pièce avec des étagères métalliques et le silence particulier du papier que personne n'a réclamé depuis des décennies. L'employée était une femme d'environ 60 ans avec des lunettes de lecture sur une chaîne en perles. Et quand j'ai expliqué ce que je voulais, son visage s'est éclairé comme le font les archivistes quand quelqu'un veut enfin la chose qu'ils gardent. Qu'en valait. Seigneur, oui. Quand ils ont fermé les portes en 2011, tout est venu ici sur des palettes. Personne ne l'a trié, pas de budget. C'est tout dans les boîtes que l'hôpital a emballé. Elle m'a guidé à travers les rayonnages. Vous avez de la chance qu'il s'agisse d'une naissance. Les naissances, il les conservait pour toujours. Il a fallu 2 heures et une bobine de microfilm pour trouver mars 1991. Le lecteur diffusait cette pâle lumière verte qu'ils projettent tous. Et j'ai tourné la manivelle lentement, regardant les urgences des autres défiler jusqu'à ce que la fiche d'admission apparaisse et que ma propre histoire me regarde en caractères dactylographiés estompés. Patiente Callaway Janet admise le 11 mars 1991. 18h20. Nom de jeune fille 2 ans après son mariage. Adresse indiquée, la maison de sa mère sur Beechwood Street. Pas la maison de Columbus où se trouvait sa vie réelle. Et puis la ligne qui m'a coupé le souffle pour une raison que personne en dehors de ma profession ne remarquerait. Paiement, auto-payé en totalité. Pas d'assurance. L'entreprise de mon père avait une couverture de groupe. Même à l'époque, j'avais vu les anciens documents du régime dans des archives de sinistres il y a des années, à l'époque où Harmon Owen était un dossier client et non une blessure. Une femme mariée avec une assurance payant comptant pour un accouchement à 3 heures de chez elle sous un nom qu'elle n'utilisait plus. Voici ce que 13 ans d'expertise en sinistre vous apprennent, payer en liquide là où l'assurance devrait intervenir n'est jamais un accident. L'assurance crée des traces, des réclamations, des relevés, des enveloppes qui arrivent à l'adresse d'un mari. L'argent liquide ne crée rien. L'argent liquide est ce que vous utilisez lorsque vous payez pour le silence en même temps que pour le service. Ma mère n'était pas allée en Virginie occidentale pour s'occuper de sa mère. Elle y était allée pour rendre ma naissance invisible. Je me suis reculé du lecteur et me suis forcé à respirer en comptant, comme je le fais quand un assuré commence à crier. Puis j'ai tourné à nouveau la manivelle et j'ai trouvé la ligne du contact d'urgence et j'ai senti le sol basculer d'1 degré de plus. Contact d'urgence, elle est Callaway, mère. Pas Raymond Owen, pas son mari. Sur l'unique formulaire où une femme effrayée inscrit la seule personne à appeler si tout tourne mal, le nom de mon père n'apparaissait nulle part. Il y en a plus dans la boîte, a dit l'employé derrière moi,
me faisant sursauter. Elle avait apporté un carton d'archives gris, le ruban adhésif de l'hôpital toujours dessus. Les admissions conservaient leur registre de visiteurs reliés par mois. Personne ne veut jamais de ça. Vous les voulez? Je les voulais. Le registre de mars 1991 était un grand livre à la reliure craquelée. Colonne lignée en bleu délavé. Date, visiteur, patient, lien de parenté, numéro de bracelet, heure d'arrivée, heure de départ. J'ai fait glisser mon doigt sur le 11 mars. Rien. Le 12 mars, le jour de ma naissance. À mi-chemin de la page, d'une écriture penchée et appuyée. N. Harmon, famille, bracelet 014, entrée 21h14. La colonne de l'heure de départ était vide. Le numéro de bracelet correspondait au numéro gravé sur le bracelet dans ma cuisine. Famille, disait le registre, 21h14 la nuit dans un hôpital à 3 heures de Columbus la nuit où je suis né. Pendant que mon père, selon la légende familiale, traversait la neige des montagnes et arrivait héroïquement en retard. N. Harmon. Neil. Mon corps a compris avant que je ne laisse mon esprit former le mot. Mes mains étaient devenues froides sur les bords du registre, et mon cœur battait de manière irrégulière et forte, et une voix dans ma tête, qui ressemblait à la mienne à 8 ans sur un ponton avec une main ferme sur mon poignet, a dit, il y a des choses qu'on mesure 2 fois, gamine. L'employé a photocopié la page pour moi ainsi que la fiche d'admission et les a tamponnées avec le sceau du comté. Et tandis qu'elle alignait les copies, elle a jeté un coup d'œil à la ligne du registre et a dit gentiment, à la manière d'une femme qui a vu beaucoup de gens trouver des choses dans cette pièce, qui qu'il fût, ma chérie, il a signé à 21h14 et n'a jamais signé sa sortie. J'ai atteint le parking avant que mes jambes ne deviennent instables. Je me suis assise dans ma voiture avec les copies sur le siège passager et la rivière grise au loin, et j'ai appelé Martin Haye. Il a répondu à la deuxième sonnerie. Mademoiselle Owen. Dites à votre client, ai-je dit, que je connais son nom. Le silence sur la ligne a duré assez longtemps pour que je l'entende poser quelque chose. Un stylo, peut-être. Quand il a parlé, sa voix avait changé, le vernis professionnel aminci par quelque chose en dessous. Alors il aimerait que vous veniez au lac. Avant que je ne frappe à cette porte, dites-moi dans les commentaires quelle serait la première question qui sortirait de votre bouche. La mienne m'a surprise moi-même. Le lac Seneca est à 90 minutes à l'est de Columbus et j'ai fait la route le lendemain matin avec le dossier sur le siège passager comme un bouclier. 90 minutes, c'est long pour reclasser une vie. La calculatrice quand j'avais 12 ans, grandit avec, le ponton de pêche. La façon dont il a cessé d'exister l'année où j'ai eu 18 ans. La même année où j'ai remarqué maintenant, en étalant la chronologie à plat dans ma tête, que mon fonds pour l'université avait été restructuré pour m'être retiré. Le Buckey Future Hardship Fund, qui n'avait aucun formulaire de demande et aucun autre bénéficiaire visible, l'homme à moitié levé à la table 3 avec ses jointures blanches sur la chaise, le champagne intact. Le coup de fil à 23h40 qui a sonné une fois et s'est arrêté comme un homme qui a composé le numéro puis a perdu courage. Chacun de ces faits avait vécu dans ma tête pendant des années, classé sous la rubrique « divers ». Maintenant il se réorganisait en une seule colonne, et la colonne avait un nom en haut, et j'étais furieuse d'une manière pour laquelle je n'avais pas encore de forme. Furieuse contre lui, pour lui, je n'aurais pas su donner la proportion. J'ai décidé quelque part vers la limite du comté ce que je ne ferais pas. Je n'arriverai pas comme une fille perdue. Je ne pleurerai pas sur son pas de porte. J'ai interrogé des menteurs pendant 13 ans. Je pouvais survivre à une table de plus. Je poserai des questions dans l'ordre, et je vérifierai les réponses, et quoi que cet homme fût pour moi, il mériterait chaque centimètre de cela dans le procès-verbal. La maison était un chalet bas et brun avec un toit en métal vert situé sur une pente de pin au-dessus de l'eau. Fumée de bois, un ponton en contrebas, gris de vieillesse. J'ai frappé, des pas à l'intérieur, plus lent que dans mes souvenirs. La porte s'est ouverte et Neil Harmon se tenait là en chemise de flanelle, plus vieux et plus mince et visiblement, d'une manière que je ne voulais pas encore voir, malade. Et rien de tout cela n'est ce qui m'a coupé le souffle. Ce qui m'a coupé le souffle, c'est qu'il avait mes yeux, où j'avais les siens, exactement le même gris vert, la même inclinaison vers la gauche au coin. 35 ans de miroir, et je ne m'étais jamais autorisé à le voir. « Salut gamine », a-t-il dit à peine au-dessus d'un murmure, et ma première question soigneusement ordonnée, prête pour une déposition, est sortie sous la forme « Depuis combien de temps le sais-tu »
Il a reculé pour me laisser entrer. Depuis avant toi, a-t-il dit, ce qui est tout le problème. Il ne m'a pas emmené à l'intérieur. Il m'a fait contourner la terrasse jusqu'au côté de la maison donnant sur le lac, où 2 chaises Adirondack faisaient face à l'eau. L'une était grise, usée par les intempéries, les accoudoirs lisses et pâles là où des mains s'étaient posées pendant des années. L'autre avait l'air presque neuve, même construction, même âge, mais la finition à peine touchée, comme si elle avait passé toute sa vie à être gardée pour quelqu'un. Je me suis tenu entre elles et ne me suis pas assise. Il s'est assis dans la grise avec la négociation prudente d'un homme dont le corps est devenu un comité. Il a essayé de commencer 2 fois. Les 2 fois, les mots se sont bloqués en lui. Cet homme qui avait négocié 40 ans de contrat sans voix sur sa propre terrasse. J'ai donc fait ce que je fais lorsqu'un témoin hésite. Je lui ai donné un point de départ. Commencez par juin 1990, ai-je dit. Je vous dirai quand vous arrêtez. Il m'a regardé alors, un long regard avec quelque chose comme de la fierté dedans, ce que j'ai rejeté et enfoui. Et il a hoché la tête, et la première chose qu'il a dite ne concernait pas du tout juin 1990, ta mère ne me pardonnera jamais ce que je m'apprête à faire. Puis il l'a fait quand même. Au printemps 1990, l'entreprise se noyait. Pour la maintenir en vie, mon père a pris un contrat de gestion de projet de 11 mois à Anchorage. Bon argent, distance brutale. Il est parti en avril. Neil est resté pour tout gérer à Columbus, ce qui incluait, à la manière des petites entreprises, d'être la personne que ma mère appelait lorsque les gouttières cédaient ou que le camion ne démarrait pas. Le mariage était en difficulté bien avant l'Alaska. L'Alaska a simplement donné à ces difficultés la place de s'étendre. C'était une nuit, a dit Neil, face au lac, pas à moi. Mi-juin. Nous étions 2 personnes seules, négligentes l'une envers l'autre, et nous l'avons su dès le matin. Nous y avons mis fin avant que ce soit une chose à laquelle on puisse mettre fin. Je ne vais pas embellir les choses pour toi. Tu mérites la vérité brute. La vérité brute, c'était moi. Ma mère lui a dit qu'elle était enceinte à l'automne et lui a dit dans le même souffle que les dates étaient gérables. Que Raymond était rentré en permission pendant 10 jours en juillet. Que le calcul pouvait appartenir à son mari si tout le monde restait tranquille. Et tout le monde est resté tranquille. C'était le plan, tout le plan. Rester tranquille pour toujours. Puis, en février, elle a déménagé chez sa mère à Parkersburg pour aider grand-mère Lorraine, disait l'histoire officielle. Pour mettre 3 heures et un nom de jeune fille entre son ventre et sa ville, disait la vérité. Et dans la nuit du 11 mars 1991, le travail a commencé tôt et Lorraine était trop fragile pour conduire, et ma mère s'est assise dans la cuisine d'une ferme avec un téléphone à la main et un seul numéro au monde qu'elle pouvait composer. Elle m'a appelé, a dit Neil. Pas parce que j'étais quoi que ce soit, mais parce que j'étais la seule personne qui savait déjà, et elle savait que je viendrais sans poser de questions. Il s'est frotté lentement le poignet, un mouvement circulaire distrait dont je ne pense pas qu'il avait conscience. J'ai conduit 3 heures dans le noir, je suis arrivé après 21 heures, j'ai dit à l'accueil que j'étais de la famille, ce qui était une longue pause pas tout à fait un mensonge. Ils m'ont mis un bracelet, numéroté, identique au tien. C'est comme ça que ça fonctionnait à l'époque. Pas de bracelet, tu ne tiens pas le bébé. Le vent se déplaçait sur l'eau. Je me suis enfin assise sur le bord même de la chaise la plus récente. Tu m'as tenu pendant 6 minutes. Il l'a dit de la façon dont d'autres hommes prononcent le nom d'une bataille à laquelle ils ont participé. Ta mère dormait. L'infirmière avait un endroit où aller. Et il y avait une fenêtre et il neigeait devant les lumières du parking. Et tu avais une prise sur mon doigt comme si tu avais l'intention de le garder. Sa voix est restée égale et calme. Et cette égalité était la chose la plus bruyante que j'ai jamais entendue. 6 minutes. Puis ils ont eu besoin de toi et à la porte de la pouponnière, ils m'ont coupé le bracelet parce que c'était la règle. J'ai demandé à l'infirmière si je pouvais le garder. Il m'a regardé pour la 2e fois. C'est la seule chose à toi que j'ai jamais eu le droit de tenir. J'ai été dans des pièces avec des gens le pire jour de leur vie. J'ai gardé la voix stable pendant que des mères me tendaient des photos de ce que le feu laisse derrière lui. Je ne suis pas resté stable sur cette terrasse. Je n'ai pas sangloté et je n'ai pas joué la comédie. Quelque chose s'est simplement détaché derrière mon sternum, silencieusement, de la manière dont un mur cède quand l'eau est restée à l'intérieur pendant des années. Quand j'ai pu parler,
J'ai posé la seule question qui comptait et je l'ai posée de manière neutre parce que le neutre était tout ce que j'avais. Pourquoi es-tu resté à l'écart? Il est resté silencieux un moment. Puis il a dit, je ne le suis pas resté. Il est entré dans la maison et est revenu avec un plateau en bois peu profond et l'a posé sur le bras de ma chaise comme un homme soumettant des pièces à conviction. 2 billets, remise des diplômes de l'Ohio State, juin 2013. Un talon déchiré de travers, grossièrement de la façon dont un talon se déchire quand vos mains ne sont pas stables. Un intact. J'en ai acheté 2, a-t-il dit. Vieille habitude d'espoir. Je me suis assis au dernier rang de la tribune supérieure et je suis parti avant la fin de la cérémonie pour que personne n'ait à m'expliquer. Un relevé bancaire plié à une ligne surlignée. Buckeye Future Hardship Fund, automne 2010, 4800 $. Il n'y a pas de fonds, a-t-il dit. Il y a une boîte postale sur du papier en tête d'avocat. Il n'y a jamais eu qu'un seul bénéficiaire, et une enveloppe ordinaire aux coins assouplis par les manipulations, adressée de ma propre écriture de 20 ans. Cher bienfaiteur, ma lettre de remerciement conservée pendant 16 ans. Tu as écrit un jour une lettre de remerciement au fond, a-t-il dit. Cher bienfaiteur, je l'ai lu plus de fois que n'importe quel contrat que j'ai jamais signé. La colère est revenue alors, et je l'ai laissée venir parce qu'elle était honnête. 16 ans qu'il s'asseyait dans cette chaise à lire ma lettre. 17 ans depuis qu'il avait disparu de ma vie sans un mot. 35 ans d'anniversaire. Je lui ai demandé, ma voix se brisant enfin, quel calcul possible a fait que regarder depuis une tribune supérieure était mieux qu'un coup de fil? Quel genre d'amour se range dans un tiroir? Le genre qui a fait une promesse, a-t-il dit. Il y a plus, Chloé. Mais ta mère m'a fait jurer. Il s'est arrêté. Pas pour faire de l'effet. Sa main était allée à sa poitrine, appuyant, et sa respiration s'est raccourcie selon un rythme qui ne me plaisait pas. Et sur la table à côté de sa chaise, je me suis enfin autorisé à voir ce que je m'étais efforcé de ne pas voir depuis mon arrivée. Un flacon de pilules ambrées est derrière lui, un pilulier en plastique avec les jours de la semaine sur les couvercles. Cela a passé. Il a fallu 3 minutes pour que cela passe, et j'ai chronométré parce que chronométrer les choses est la façon dont je reste dans mon corps. Insuffisance cardiaque congestive, a-t-il dit quand il a pu. De façon terre à accent grave terre, comme un homme lisant le dossier de quelqu'un d'autre. 2 ans maintenant. Les médecins me lisent mes chiffres tous les mois comme un bulletin météo. Risque de pluie en hausse. Il a presque souri. Je n'allais pas te le dire aujourd'hui, mais tu aurais extrait les dossiers de toute façon. Je n'ai pas ri. C'était le plus proche que j'en avais été de toute la journée. Nous avons conclu un accord sur cette terrasse, nous deux dans la dernière lumière sur l'eau. Nous irions lentement et nous irions avec la vérité. Il répondrait à tout ce que je demanderais au rythme que son cœur permettrait, et je ne simulerais pas un pardon que je n'avais pas encore. Et aucun de nous ne ferait semblant que l'horloge ne tournait pas. Il m'a demandé une chose, ne rien apporter de tout cela à mon père. Pas encore. Je t'ai regardé faire face aux choses toute ta vie, a-t-il dit. Alors écoute-moi. Ce n'est pas moi qui protégerai. Ce n'est pas pour lui, c'est pour toi. Tu mérites toute la vérité avant la guerre. Entre là-bas avec la moitié, et il utilisera l'autre moitié contre toi. J'ai regardé cet homme prudent, coupable, fidèle, exaspérant. Mon père, apparemment. Le mot ne voulait pas encore s'attacher. Il flottait près de lui comme un bracelet qui ne convenait pas. Et j'ai entendu la seule chose qu'il ne m'avait toujours pas donnée. Qu'est-ce que tu lui as juré, Neil? Le lac avait pris la couleur de l'ardoise. Il l'a regardé pendant un long moment. Reviens samedi, a-t-il dit. Apporte tes questions. J'apporterai le reste. Ce samedi 4 avril, il m'attendait sur le ponton avec 2 cannes à pêche. Et à côté de la glacière à appât se trouvait une boîte à pêche en métal vert avec une bande de ruban adhésif de masquage sur le couvercle, sur le ruban, au marqueur délavé, Chloé. Tu l'as étiqueté quand tu avais 8 ans, a-t-il dit. Pour que Brianna ne puisse pas la réclamer. Tu étais une enfant très procédurière. 27 ans que cette boîte se trouvait dans son hangar à bateau. Je n'ai rien dit à ce sujet parce qu'il n'y avait rien à dire que la boîte ne disait pas déjà mieux. Et nous avons pêché. Il parlait plus facilement avec une canne à la main. Je comprenais maintenant que le ponton, toutes ces années auparavant,
n'avait pas été une gentillesse de circonstance. C'était le seul endroit où il avait jamais été autorisé à être quoi que ce soit pour moi. Il m'a parlé de ma mère à 25 ans, drôle et vive avant que le jeu de rôle ne s'installe, de mon père en 1984 quand Ray Owen n'était qu'appétit et culot et que Neil avait signé parce que quelqu'un devait compter ce que Ray promettait. Il s'est montré généreux envers eux deux, ce que j'ai noté car les témoins généreux sont ceux qui ne montent pas un dossier. En milieu de matinée, surveillant sa ligne, il a dit, sur le ton que les hommes utilisent pour faire passer discrètement quelque chose d'important, j'ai réglé mes papiers cette semaine, tous. S'il arrive quoi que ce soit, tu écoutes aille avant d'écouter quiconque s'appelle Owen. Je me suis tourné. Neil. Lance, a-t-il dit en faisant un signe de tête vers l'eau. Tu laisses dériver. Et puis plus bas, alors que ma ligne partait, tu lances comme ta grand-mère. Les Callaway n'ont jamais fait confiance à l'eau dormante. Son téléphone posé face vers le haut sur la glacière s'est allumé avec un nom. Raymond. Il l'a regardé comme on regarde un chien qui vous a mordu et l'a retourné face contre la glacière. Il a appelé tous les jours depuis la fête, a dit Neil. L'accord a besoin de mes 40%. Alors tout à coup, je suis à nouveau son frère. Tous les jours, Chloé. Et pas une seule fois pour s'excuser auprès de toi. C'était l'ouverture, alors je m'y suis engouffré. J'ai posé la question depuis la terrasse, qu'est-ce que tu lui as juré? Il a mouliné lentement, a posé la canne et m'a parlé de la carte. En 1996, pour mon 5e anniversaire, il avait enfreint le plan pour la première et unique fois. Une carte d'anniversaire achetée en pharmacie, un poisson de dessin animé sur le devant, $5 à l'intérieur, signé, ton ami Neil. Il l'a envoyé par la poste à notre maison. 3 jours plus tard, ta mère était dans mon bureau avec la carte à la main. Elle l'avait sortie de la boîte aux lettres avant que quiconque ne la voie. Sa mâchoire s'est contractée. Elle n'a pas été cruelle à ce sujet. C'est ce que j'ai besoin que tu comprennes. Elle était terrifiée. Et la terreur chez ta mère se manifeste de manière organisée. Elle a posé la carte sur mon bureau et m'a donné un choix. Mot pour mot, je l'entends encore, tu peux la regarder grandir à distance, ou tu peux entendre parler d'elle dans les lettres de Noël. Choisis. Il a choisi la distance. Il a juré aucun contact, aucune carte, aucune revendication, rien qui puisse jamais tirer un fil de l'histoire. Et en échange, elle ne construirait pas le mur si haut qu'il ne puisse voir par-dessus. Des pique-niques, des remises de diplômes depuis la tribune supérieure, une entreprise où mon nom de famille serait toujours au moins à moitié le sien. J'ai donc tenu le serment, a-t-il dit, et j'ai continué à écrire les cartes. Une à chaque anniversaire. J'ai juste arrêté de les poster. Il a regardé l'eau. Il y a 34 autres cartes, Chloé. Tu les auras quand il n'a pas fini. Sa main a fait un petit geste, balayant la phrase, et il a repris la canne, et je l'ai laissé faire. Parce que nous avions un accord sur le rythme, et parce que je croyais que je devrais toujours vivre avec la facilité avec laquelle j'ai cru que nous avions le temps. Je n'ai pas insisté. C'est la chose que j'annulerai en premier. Nous avons fixé la suivante pour le dimanche 12. Son idée. Viens tôt. Apporte des beignets. Ceux avec l'érable. J'aurai le reste de l'histoire des papiers pour toi. Le dossier et les beignets, gamine. Un échange équitable. Je l'ai tapé dans mon téléphone dans l'aire de stationnement pendant qu'il me saluait depuis le Porsche, lac, apporter le dossier et les beignets. Le samedi 11 avril à 16h, mon téléphone a sonné. Carole Jennings, la responsable de bureau de Neil depuis 30 ans, une femme que j'avais rencontrée exactement 2 fois. J'ai su avant qu'elle ne le dise. On le sait toujours dès la première syllabe. Il avait été sur la terrasse dans la chaise grise faisant face à l'eau. Son cœur s'était tout simplement arrêté. Il faisait face à l'eau, ma chérie, a dit Carole, et sa voix s'est brisée au milieu. Il disait toujours que cette chaise recevait la meilleure lumière à la fin de la journée. Je l'avais connue, vraiment connue, pendant 14 jours. Je me suis assise sur le sol de ma cuisine pendant un moment. Je vous le dis simplement parce qu'il n'y a pas d'autre façon de le raconter. Le rappel sur mon téléphone est resté là où il était, lac, apporter le dossier et les beignets. Je ne pouvais pas le supprimer. Je ne l'ai toujours pas fait. Dans l'heure qui a suivi, Brianna a posté un hommage, oncle Neil, le frère de papa en toutes choses.
parti trop tôt. Était jointe une vieille photo de famille d'un 4 juillet lointain. Et il m'a fallu un moment pour identifier ce qui n'allait pas. Et puis j'ai vu que le cadre s'arrêtait à mon épaule. J'avais été recadré hors de l'image, même pas par accident, particulièrement pour cela. Les funérailles ont eu lieu le jeudi suivant dans une église que Neil n'avait jamais fréquentée, remplie de gens d'une entreprise qu'il avait à moitié construite et d'une famille qui avait passé 17 ans à prétendre qu'il était un meuble. Carol était assise avec le bureau et pleurait sans s'en cacher. Gus Weaver se tenait au fond dans un costume plus vieux que son camion. Mon père a prononcé l'éloge funèbre. Il s'est tenu au-dessus du cercueil de l'homme dont il passait les appels quotidiennement et dont il avait besoin des 40%, et il a appelé Neil, mon frère, a-t-il dit, ma conscience, a-t-il dit. La moitié de tout ce que j'ai construit. Et la salle a murmuré son approbation chaleureuse, et je me suis assise au dernier rang à gauche, le même siège, ai-je réalisé avec un serrement d'estomac glacial, que Neil avait choisi à ma remise de diplôme. Coin éloigné, sortie facile, assez près pour témoigner, assez loin pour être contestable. J'avais hérité de son siège avant d'hériter de quoi que ce soit d'autre. À mi-chemin de l'éloge funèbre, les yeux de mon père ont balayé l'église, et ils ont croisé le rang du fond, et ils se sont arrêtés. Une demi-seconde, un accroc dans la cadence, un temps de silence dans un discours qu'il aurait autrement prononcé en dormant, et puis il a retrouvé son fil et a continué sur la fraternité. Une demi-seconde, ce n'est rien. Les jurys acquittent sur rien, mais j'ai passé 13 ans à regarder le rythme des gens se briser au moment exact où ils voient la personne qui sait. Et sur les marches de l'église après coup, pendant que la famille formait sa ligne de condoléances sans moi, Carol Jennings m'a serré la main et s'est penchée, et ce qu'elle a dit n'était pas une condoléance. Il gardait une photo dans son portefeuille, a-t-elle dit doucement. Demandez à Monsieur Hay de vous montrer laquelle. Le mardi suivant, je me suis assise dans le bureau de Martin Hay. Étagère en noyer, lampe à abat-jour vert, une pièce où rien n'avait été redécoré depuis que cela avait été fait correctement pour la première fois. Il avait un dossier posé d'équerre devant lui, et une petite boîte en bois sur un côté, et il a commencé à sa manière posée par démanteler la scène à laquelle je m'étais préparé. Il n'y aura pas de lecture dramatique, mademoiselle Owen. Ça, c'est pour le cinéma. Ce que Monsieur Harmon a laissé, il l'a laissé par l'intermédiaire d'une fiducie non testamentaire. Ses actions, cette maison, tout. Cela se transfère directement. Cela ne passe pas par le tribunal des successions, ce qui signifie aucun délai d'attente, aucun dossier public et un regard mesuré par-dessus ses lunettes, aucun public familial. Il ne vous a pas laissé aux successions, mademoiselle Owen. Il n'a rien laissé au hasard. Puis il s'est levé, une habitude de la vieille école apparemment, pour cette seule partie, et a lu le passage déterminant à haute voix, parce que Neil lui avait demandé de le lire à haute voix. La fiducie transmettait les 40% de Neil dans Harmon Owen Builders, la maison du lac Sénéca et tout le modeste reste de sa vie, le camion, le bateau, le matériel de pêche à une seule bénéficiaire, Chloé Callaway Owen, ma fille. J'ai entendu les actions. J'ai compris les actions. Une part professionnelle et froide de moi était déjà en train de soupeser les actions, voyant la forme de ce qu'elles signifiaient. Mais les actions ne sont pas ce qui a brisé mon sang-froid dans ce bureau silencieux. Ma fille. Lu à haute voix à 11 heures du matin par un homme debout pour le dire. 35 ans et c'était la première fois de ma vie que j'étais reconnu à voix haute. Il m'a donné exactement le temps dont j'avais besoin, puis s'est rassis et est redevenu avocat, et ce qu'il a exposé ensuite m'a indiqué que Neil avait su précisément quel genre de famille il me laissait à affronter. Il a anticipé les contestations, a dit Hay. Incapacité, influence indue, les attaques habituelles contre les décisions d'un mourant. Donc, mon journal d'appel montre que M. Harmon a téléphoné à ce bureau pour commencer à modifier son plan successoral le matin du 23 mars, 2 jours avant que vous et moi ne nous rencontrions, ce qui rend juridiquement impossible le fait que vous l'ayez influencé. 2. Une lettre de son cardiologue datée du jour de la signature confirmant sa pleine capacité. 3. La signature elle-même, le 2 avril, a été enregistrée sur vidéo devant témoin. 4. Il a fait glisser un document agrafé sur le bureau. Du papier plus ancien, non signé. Un projet de 2014. Même bénéficiaire, même mot. Il a porté cette intention pendant 12 ans, mademoiselle Owen. Il n'a simplement pas pu lever le stylo jusqu'à présent. Hay a redressé le dossier. Il a été très minutieux. Il a dit, vous, plus que quiconque, apprécieriez la minutie.
Puis il m'a passé la boîte en bois, les biens personnels. Il allait vous donner cela lui-même le 12. À l'intérieur, une photographie, format portefeuille, usé et arrondi au coin. Un nouveau-né, aux cheveux noirs, furieux dans une couverture d'hôpital. Au dos, au crayon, 2 mots, 6 minutes. Un programme de remise des diplômes de juin 2013. Un nom souligné dans la liste des diplômés, ma lettre, cher bienfaiteur. Et sous tout cela, remplissant la boîte, attachée par décennies avec des élastiques craquelés, des cartes d'anniversaire, scellées, timbrées, adressées à une maison sur Maplecrest Drive, d'une écriture qui vieillissait au fur et à mesure que la pile montait. 35 d'entre elles. Le premier élastique a cédé net quand je l'ai retiré doucement, desséché par 30 ans d'attente, et son petit claquement dans ce bureau silencieux m'a défaite plus que la fiducie ne l'avait fait. Je n'en ai ouvert qu'une seule là, au bureau de Haye. La première, un canard de dessin animé tenant un ballon, à l'intérieur, d'une écriture forte et plus jeune, tu as 1 an aujourd'hui. Je me suis tenu de l'autre côté de la rue pendant la fête avec un cadeau que je ne pouvais pas apporter. Tu portais une robe jaune et tu détestais tes chaussures. Qui que tu deviennes, je l'aime déjà. N34 autres scellés. Et tout en bas, la dernière, datée de cette année, 12 mars 2026. L'encre avait à peine 2 mois, nettement plus épaisse que le reste. J'ai passé mon pouce sur son bord. Je ne l'ai pas ouverte. Pas là. Certaines enveloppes, il faut mériter une pièce pour les ouvrir. Ce soir-là à 23h41, 1 minute plus tard sur l'horloge que l'appel qui avait tout déclenché, mon téléphone a reçu un message vocal de mon père. Les premiers mots qu'il m'adressait depuis le micro. Il n'y a pas eu de bonjour. Je ne sais pas ce que ce vieil homme t'a raconté ni ce que tu penses que cela fait de toi. Sa voix avait la régularité basse et plaisante qu'il utilisait juste avant de cesser d'être plaisant. L'entreprise a des avocats, Chloé. Des papiers arrivent. Tu signeras ce que nous t'enverrons, et cela restera une affaire de famille. Ne rends pas ça moche. Tu as toujours su être invisible. C'est la seule chose pour laquelle tu es doué. Je l'ai écouté 2 fois, enregistré, je m'en suis envoyé une copie par email et une à Haye. Documenté, préservé. Le deuxième message vocal est arrivé le lendemain matin d'une voix douce comme du sirop tiède. Clo, mon Dieu, ça fait un bail. Un café? Juste entre filles? Entre filles? Nous n'avions jamais été une seule fois, entre filles, et c'est exactement pourquoi j'y suis allé. Elle a choisi un café près de son bureau et est arrivée avec 11 minutes de retard, en blanc, déposant un baiser dans le vide à côté de mon oreille. Pendant 10 minutes, elle a joué la sororité. Mes cheveux, son stress, le mariage de quelqu'un que je n'avais jamais rencontré. Je ne lui ai presque rien donné, juste assez de hochements de tête pour que l'enregistrement continue de tourner. Et je parle bien d'enregistrement. Mon téléphone était posé face contre table entre nous. Enregistrement en cours. L'Ohio est un État où le consentement d'une seule partie suffit. J'enregistre des entretiens de réclamation contestés depuis 13 ans. Vous trouverez peut-être cela froid. Dans ma famille, le froid était le climat. J'ai juste appris à m'habiller en conséquence. Elle en est venue au fait autour de son 2e latte au lait d'avoine. Alors, oncle Neil un triste petit hochement de tête. Papa est anéanti, évidemment. Et écoute, tout le monde comprend qu'il est devenu confus à la fin. Les gens malades font des fixations. C'est en fait très courant. Elle a fait tourner sa tasse par l'anse. La famille veut honorer sa mémoire sans en faire un cirque. Alors, papa est prêt à être incroyablement généreux. 2 millions, Chloé, pour une signature et un peu de discrétion. C'est une somme qui change la vie pour quelqu'un comme toi. Quelqu'un comme toi. J'ai laissé la phrase s'installer au soleil entre nous. Et si je ne signe pas? La sororité a quitté son visage de la façon dont l'eau s'évacue d'une baignoire. Graduellement, puis d'un seul coup, jusqu'à l'émail froid. Elle s'est penchée et sa voix est tombée dans un registre que je n'avais jamais entendu chez elle. Plat et managérial. Alors soyons honnêtes, puisque personne d'autre dans cette famille ne l'est jamais, tu étais une erreur d'arrondi dans cette famille. Une erreur d'arrondi avec de bonnes notes. Ne devient pas une complication. Elle s'est réinstallée, s'est recomposée, a vérifié son téléphone, a fait signe pour l'addition et l'a payé. Je l'ai regardé le faire avec la carte de l'entreprise.
À la porte, elle s'est retournée, la lumière du soleil l'accrochant comme une plaidoirie finale, et a lâché la phrase qu'elle avait dû répéter dans la voiture, « Les avocats de papa disent qu'un testament fait par un mourant est facile à casser. » J'ai pensé au journal d'appel daté de 2 jours avant ma rencontre avec Aïe, à la lettre du cardiologue, à la vidéo, au projet vieux de 12 ans dans la même écriture d'intention. Dis-leur d'essayer, ai-je dit, et j'ai fini mon café. Ils n'ont pas essayé les tribunaux d'abord. Ils ont essayé la famille. En quelques jours, une version de moi a circulé parmi les proches des Owen comme une lettre de chaîne. Chloé, celle qui s'était éloignée, toujours si froide, avait mis le grappin sur ce pauvre Neil malade à la fin et l'avait manipulé pour lui soutirer sa fortune. La fille de ma grand-tante a cessé de me répondre. Le mari d'un cousin a vu mes messages et n'a rien dit. Une tante que j'avais vue 2 fois en 10 ans m'a envoyé un paragraphe qui se terminait par « Quoi que tu penses avoir trouvé, Neil était malade. » Les hommes malades imaginent des choses. Le premier dimanche de mai, il y avait une fête prénatale pour ma cousine Dana. Je le savais parce que le fil de discussion familiale, Owen Family, avait passé 2 jours à coordonner les plats mijotés. J'ai regardé les messages défiler et puis, entre une photo d'un gâteau de couche et la question de quelqu'un sur le stationnement, le fil a tout simplement disparu de mon téléphone, remplacé par une seule ligne de texte système gris, « Vous avez été retiré de Owen Family. » Administrateur du groupe, Brianna Owen. Bien sûr, m'effacer avait toujours été le seul projet familial qu'elle gérait personnellement. Je suis resté le pouce sur le fil mort pendant un long moment. C'est une petite chose que d'être supprimé d'une discussion de groupe. C'est aussi, quand votre famille vous a déjà effacé d'un toast, d'une photo et d'un testament valant de l'amour, pas une petite chose du tout. J'étais encore assise là quand un SMS est arrivé d'un numéro que je n'avais pas vu depuis des années. Doris Callaway, la sœur cadette de ma grand-mère Lorraine, 81 ans aujourd'hui, l'esprit vif comme un contrôle fiscal, la seule parente qui m'ait jamais envoyé une carte à l'université. Appelle-moi à propos des funérailles de ta grand-mère Lorraine. Il y a quelque chose que tu dois entendre sur un voisin et un hôpital. J'ai appelé avant d'avoir fini de le lire. Doris ne s'embarrassait pas de préambule. Il raconte des histoires sur toi, alors je vais t'en raconter une vraie. 2009, les funérailles de Lorraine, la réception après à la maison sur Beechwood. Tu devais avoir quoi, 18 ans? Tu distribuais du café. Je me souvenais de cette journée comme d'une aquarelle, les plats, l'odeur des œillets, la voix d'église de ma mère. Il y avait une voisine là-bas, une gentille vieille dame, Edith je ne sais plus quoi, qui a vécu en face de chez Lorraine pendant 40 ans. Et elle s'approche de ton père en plein salon. Et elle lui prend la main et elle dit « J'étais assez près pour renverser mon punch » Elle dit « J'ai toujours voulu vous dire, cet associé que vous avez, la nuit où votre Janet a eu son bébé, il a conduit comme un fou pour l'amener à cet hôpital. Il est resté assis toute la nuit. Quel homme bon. » Le téléphone était glissant dans ma main. Ton père n'a pas dit un mot, a poursuivi Doris. Mais j'ai vu son visage devenir gris comme ce cercueil. Chloé, gris. Et ta mère est apparue de nulle part et a orienté cette pauvre femme vers la table des desserts comme si elle désamorçait une bombe. Une pause. Ils sont partis 20 minutes plus tard. Il n'a pas dit un seul mot de tout le trajet jusqu'au motel. La voisine de Lorraine a conduit derrière eux et me l'a raconté. Et ta mère regardait par la fenêtre comme si la vitre lui devait de l'argent. 2009. Je l'ai superposé à mon propre dossier et le dossier s'est illuminé. L'automne 2009, c'était l'époque où mon fonds pour l'université avait été restructuré pour Brianna. L'année où Neil a cessé d'apparaître partout où mon père exerçait un contrôle. J'avais passé ma vie d'adulte à interpréter ces 2 faits comme une coïncidence et de l'économie. C'était un verdict rendu la semaine des funérailles de ma grand-mère par un juge qui n'a jamais dit à l'accusé qu'il y avait eu un procès. Une dernière chose, a dit Doris plus doucement. Quoi qu'il se soit passé à l'époque, ta mère et ton père vivent dans ce silence ensemble depuis 17 ans. Tous les 2 sachant, aucun des 2 ne parlant. Qu'est-ce que tu crois que ça fait à une maison? Je suis allé le découvrir. J'ai roulé jusqu'à la maison de mes parents un dimanche après-midi où je savais que mon père serait au club. Ma mère a ouvert la porte avec un panier à linge sur la hanche et quand elle a vu mon visage et la petite pochette en plastique dans ma main, elle a reculé pour me laisser entrer sans un mot, ce qui était sa propre forme d'aveu. Elle a plié du linge pendant tout ce temps. Je tiens à ce que cela figure au procès-verbal. Les chemises de son mari à la table de la salle à manger.
ses mains bougeant en carré parfait pendant que sa vie s'effondrait autour d'elle. Col, manche, pliage, pile. La pile s'est transformée en tour. Elle ne s'est jamais arrêtée une seule fois. J'ai posé le bracelet sur la table entre nous. Bébé Femelle Callaway, orienté vers le haut. Elle l'a regardé pendant 3 secondes. Puis elle a pris la chemise suivante. Je me demandais lequel d'entre vous ce serait, a-t-elle dit. Lui ou toi? J'attends cette conversation depuis 35 ans, Chloé. Tu pourrais au moins t'asseoir pour la voir. Je suis resté debout. Je lui ai posé des questions sur le rire. De tout ce par quoi j'aurais pu commencer, c'est ce qui est sorti. Ce rire éclatant et précoce devant 80 personnes. Ses mains ont marqué une pause sur un col. Si je n'avais pas ri, j'aurais hurlé, a-t-elle dit. 20 personnes regardaient mon visage quand il l'a dit. Les épouses regardent tout mon visage. Elles le regardent depuis 40 ans. C'est mon rôle dans cette famille. Elle a lissé le col à plat. J'ai joué la comédie pendant si longtemps que je ne sais plus quel visage se trouve en dessous. Tu penses que ce rire te concernait? Rien dans cette pièce ne te concernait, ma chérie. Il s'agissait simplement de garder un toit sur nos têtes. Elle a confirmé la carte. 1996. Le poisson de dessin animé. Ton ami Neil. Elle avait fait le choix en une nuit blanche et lui avait transmis l'ultimatum dans son bureau le 3e matin. Tu me détesteras pour ça, a-t-elle dit sans lever les yeux. Mais tu avais un foyer, un nom, une famille qui fonctionnait vue de l'extérieur. Je l'ai échangé contre ça. Il a eu le droit de regarder. C'était le meilleur accord disponible en 1996, et je le sais. J'ai passé ma vie entière à négocier avec ton père. Et puis, parce que je le pouvais enfin, j'ai fermé le dernier circuit ouvert. Ce premier dimanche, je t'ai appelé à propos de l'hôpital, et à 21h ce soir-là, Brianna savait que je fouillais. C'était toi. Le pliage s'est arrêté. Je l'ai appelé à la minute où tu as raccroché, a-t-elle dit. Je lui ai dit de garder un œil sur toi. Je me suis dit que je te protégeais de lui. Un souffle court et fatigué. Je ne suis pas sûr que cela ait jamais été totalement vrai. Je lui ai demandé de venir avec moi. C'est ainsi que je l'ai dit, viens avec moi. Et je ne savais pas tout à fait ce que je voulais dire, si ce n'est, loin. Hors de la tour de chemise, hors du jeu de rôle. Elle a secoué la tête avant que je n'ai fini. On ne quitte pas un homme comme ton père après 40 ans, Chloé. Et tu ne comprends pas ce que tu menaces. Ce n'est pas l'argent. L'argent survivra à tout. Ce n'est même pas l'amour. C'est l'histoire. Ray s'est construit à partir de l'histoire. Homme autodidacte, associé loyal, famille solide. Des hommes comme ton père brûleraient la maison pour préserver l'histoire. Je l'ai vu le faire par petites touches toute ta vie. Toute ma vie? Ai-je répété. Tu veux dire moi? Je suis ces petites touches. Elle n'a pas répondu à cela. Y répondre était la seule performance qu'elle ne pouvait pas assurer. J'ai ramassé le bracelet et me suis dirigé vers la porte et j'avais la main sur la poignée quand elle l'a dit doucement au linge, de la voix qui se trouvait sous toutes ses autres voix, il le savait avant 2009, Chloé. Il a compté le jour de ta naissance. Je me suis retourné. Elle regardait la tour de chemise parfaite. Je l'ai vu faire par la fenêtre de l'hôpital. Il s'est tenu sur ce parking dans la neige et a compté les mois sur ses doigts 2 fois. Et puis il a mis ses mains dans ses poches, est entré, a serré la main de Neil et l'a appelé un sauveur. 35 ans que ce compte tournait. Chaque réfrigérateur, chaque tiroir, chaque fond restructuré, chaque silence à chaque dîner, pas de la froideur, de l'arithmétique. Il avait condamné une inconnue de 6 livres à une vie entière passée à faire ses preuves pour un crime dont elle était la preuve matérielle, plutôt que de poser une seule question à voix haute à sa femme. Et à la fête, tu as de la chance que je te laisse encore porter le nom. La plupart des hommes l'auraient supprimé il y a des années. Il n'avait pas pris la pause. Il avait dit l'exacte vérité. Il m'amputait depuis des années. Le toast n'était que la formalité administrative. Je ne me souviens pas du trajet de retour. Je me souviens m'être assise dans ma voiture garée devant mon immeuble. Et je me souviens que ce que j'ai ressenti n'était pas la rage que j'avais budgétée. C'était de la clarté.
Une clarté froide, porteuse. Le genre que l'on ressent lorsque la dernière inconnue d'un dossier se résout et que l'on sait enfin exactement ce qui s'est passé dans la maison. La semaine suivante a été consacrée aux préparatifs. Et je ferai court parce que Neil m'a appris que le dossier le plus solide est celui qu'on n'a pas besoin de mettre en scène. Aïe a confirmé ce que valait le tonnerre en toque des avocats de mon père. Une lettre de contestation était arrivée, tout en menaces et en formule type, et s'était éteinte tranquillement face au journal d'appel, à la lettre du médecin, à la vidéo et au projet vieux de 12 ans. Il n'a même jamais eu à mentionner mon enregistrement de la prestation de Brianna au café. Il m'a simplement fait remarquer qu'il existait, de la façon dont on remarque un extincteur. Le 29 avril, 2 personnes de Crestline ont demandé à me rencontrer, l'acheteur, prenant la mesure de l'actionnaire surprise. Ils sont venus en s'attendant, je pense, à une amatrice en deuil. Ils ont eu droit à 40 minutes de questions sur la structure de l'opération, la rétention des employés et ce qu'il advient d'une valorisation lorsque son histoire fondatrice s'avère être une fiction porteuse. Après coup, la plus âgée, une femme aux cheveux argentés coupés au carré nommée Marche, m'a serré la main une seconde fois, de la façon qui signifie que l'on recalcule. L'assemblée des actionnaires, chaque détenteur de part, les conseils des 2 entreprises, une seule salle a été fixée au vendredi 8 mai. Aïe et moi y avons passé 2 soirées. Quand je lui ai enfin dit ce que j'avais l'intention de faire dans son bureau, la lampe verte allumée, il s'est adossé à son siège, a retiré ses lunettes et m'a regardé un moment avec une expression que je n'ai pas su classer. Puis il a tiré un bloc de papier légal jaune vers lui, y a écrit 3 mots, les a soulignés 2 fois et l'a tourné pour que je puisse lire, laissez-les parler. La salle du conseil chez Harmon Owen contient une longue table en noyer et, sur le mur du fond, une photographie encadrée de 1984. 2 jeunes hommes en casque de chantier devant des fondations à moitié coulées, le bras de mon père autour des épaules de Neil, tous 2 plissant les yeux vers un avenir sur lequel ils pensaient s'être mis d'accord. Le matin du 8 mai, 25 personnes étaient assises sous cette photo. L'équipe de Crestline le long d'un côté, Marche au centre, les conseils de l'entreprise. Les 3 employés actionnaires, des hommes aux mains calleuses dans leurs plus belles vestes, tenant leurs 8% comme des chapeaux sur leurs genoux. Gus Weaver près de la porte, les chefs de service, Brianna vêtue de blanc à la droite de mon père, et ma mère assise légèrement à l'écart, que mon père avait sommé de venir, je l'ai appris plus tard pour l'apparence de l'unité familiale. Je me suis assise à l'autre bout avec Aïe, un dossier Kraft devant moi et la petite pochette transparente posée dessus. Mon père a ouvert la réunion comme il ouvrait tout, en lui assignant une taille. Avant de passer aux choses sérieuses, a-t-il dit, une question d'ordre pratique. Les actions de mon défunt associé sont contestées en raison de questions familiales. Pour maintenir la clôture dans les délais, nous demandons à mademoiselle Owen de signer une simple procuration ce matin afin que les adultes puissent poursuivre. Mademoiselle Owen. Les adultes. 25 personnes m'ont regardé et la plupart d'entre elles m'avaient également regardé le 21 mars, et je pouvais les voir se préparer soit à des larmes, soit à une scène. Je me suis levé. Je n'ai pas haussé la voix car je n'en ai jamais eu besoin une seule fois dans ma vie. Et j'ai placé la pochette au milieu de la table où tout le monde pouvait voir le petit bracelet couleur thé à l'intérieur. Avant que quiconque ne signe quoi que ce soit, ai-je dit, la salle devrait comprendre ce qui est réellement en litige. Et puis j'ai fait ce que je fais. J'ai lu le dossier à haute voix, neutre, daté, sourcé. Une femme admise au Camden Valley Medical Center le 11 mars 1991 sous son nom de jeune fille, à 3 heures de chez elle, payant comptant alors qu'une assurance existait. Une ligne de contact d'urgence qui ne mentionne pas son mari. Un registre des visiteurs tamponné par le comté attestant qu'à 21h14 le 12 mars, un homme s'est enregistré comme membre de la famille portant le bracelet d'accompagnant 014 correspondant au nouveau-né et n'a jamais signé sa sortie. Le bracelet en question, conservé pendant 35 ans, sur la table devant eux. L'homme en question, Neil Harmon. Personne n'a bougé. Les 3 employés actionnaires étaient devenus très immobiles. Marche regardait mon père. Mon père a ri, une syllabe dure, dirigée vers le côté de Crestline. C'est cela que je gère, messieurs. Les fantasmes délirants d'un mourant maquillé avec un morceau de plastique. Aïe s'est levé sans se presser et a fait le tour de la table comme un greffier de tribunal, déposant une seule page devant chaque chaise. Alors soyons précis au sujet de ce mourant, a-t-il dit. Ceci est une déclaration sous serment signée par M. Harmon le 2 avril devant notaire et témoin, avec la lettre de capacité de son cardiologue en pièces jointes et la signature conservée sur vidéo. Prévoyant,
il a posé la dernière page devant mon père. Cette phrase exacte, Monsieur Owen. Page 1, paragraphe 3. 25 pages se sont tournées presque d'un seul ensemble, un son semblable à un vent sec traversant la table. J'ai regardé les gens lire le récit sobre et notarié de Neil sur juin 1990 et mars 1991. J'ai regardé les hommes de terrain le lire, ainsi que les conseils et marches. Et j'ai regardé les yeux de Brianna descendre la page et s'arrêter, ses lèvres s'entr'ouvrir sans qu'aucun son n'en sorte. Dans ce silence de papier est venu le bruit d'une chaise qu'on repousse. Ce n'était pas celle de mon père. Ma mère s'est levée. Elle s'était habillée pour les apparences, perles, tailleur bleu marine, et ses mains étaient croisées à sa taille comme lors d'un récital. Et elle a parlé d'une voix que je ne lui avais jamais entendue en public. Sa voix profonde, celle de la table à repasser, sans plus aucun jeu d'actrice. Ray, ça suffit. Elle ne l'a pas regardé. Elle a regardé le milieu de la table, le bracelet. J'ai appelé Neil cette nuit-là parce que tu n'es pas rentré. Tout ce qui est sur cette page est vrai. Puis elle s'est assise, le dos droit, les mains à plat sur la table, et c'en était fini. 40 ans passés à gérer chaque visage dans chaque pièce, et sa sortie de scène a pris 11 mots. Brianna a fixé notre mère comme si un mur du bâtiment s'était mis à marcher. Et mon père s'est tourné vers sa femme, et j'ai regardé 4 décennies d'arithmétique atteindre leur total en lui, et ce qui est sorti de lui n'était pas une question, n'était pas un démenti. C'est sorti de lui comme l'eau d'un barrage qui cède. Je le savais. Son poing s'est abattu sur la table. 35 ans. J'ai compté les mois. J'ai vu son visage à cet hôpital. Je vous ai vus tous les deux à chaque pique-nique d'entreprise. J'ai toujours su il s'est arrêté. Pas parce qu'il avait fini, mais parce que la pièce avait changé de température autour de lui, et même un homme en pleine éruption pouvait le sentir. Il venait de dire à 25 personnes son acheteur, ses conseils, sa main-d'œuvre, ses filles qu'il avait su, non pas soupçonner, mais compter, que chaque année de mon enfance. Chaque tiroir et chaque restructuration et chaque syllabe de ce toast avait été administrée par un homme qui s'estimait en droit de punir une enfant au lieu de poser une question à sa femme. La déclaration sous serment avait fait de lui un mari trompé, sa propre bouche en 9 secondes avait fait de lui autre chose, et tout le monde dans la pièce l'avait regardé faire. Gus Weaver s'est levé. 20 ans que cet homme dirigeait les équipes de mon père. Il a regardé mon père comme on regarde un mur porteur dans lequel on vient de découvrir de la pourriture. Et puis il est sorti de la salle du conseil sans un mot, et le léger clic de la porte a été plus bruyant que ne l'avait été le poing. Les 3 actionnaires ont étudié la table. L'une des chefs de service avait la main sur la bouche. Au mur, secouée par le coup, la photographie de 1984 pendait désormais visiblement de travers. 2 jeunes hommes en casque de chantier, inclinés. Mon père s'est rassis lentement. Il a soudain fait son âge, et plus encore, un homme qui avait passé 35 ans à garder une histoire de toutes ses forces, pour n'être au final que celui qui l'a révélé. Chaque regard dans la pièce s'est tourné vers moi. C'était le moment qui m'avait été assigné par chaque version de cette histoire jamais racontée. Le moment du discours, des larmes, du triomphe. J'ai ouvert mon dossier. À l'intérieur se trouvait une page. Je ne suis pas ici pour rejuger mon enfance, ai-je dit. Je suis ici en tant que détentrice de 40% de cette entreprise, et je suis prête à signer aujourd'hui selon les conditions suivantes. Je les ai lues de la voix que j'utilise pour clore un sinistre. Premièrement, mes actions sont vendues au même prix de marché que celles de tous les autres détenteurs. Aucune réduction familiale puisque nous avons établi que je n'y ai pas droit. Personne n'a ri, ce qui était approprié. Deuxièmement, les 8% détenus par M. Alvarez, M. Kowalski et M. Brandt sont protégés à leur pleine valorisation, et l'emploi de chaque employé actuel est garanti pendant 36 mois par écrit dans le contrat de vente. Neil a bâti cette entreprise avec eux, pas sur leur dos. Troisièmement, le nom reste Harmon Owen sur l'entité et sur les camions. Quatrièmement, un fonds de bourse d'études professionnelles sera créé au nom de Neil Harmon, financé par mes gains, pour les jeunes qui ont besoin de $4 800 que personne ne leur propose. J'ai levé les yeux pour la dernière. Cinquièmement, M. Owen prend sa retraite à la clôture. Le silence qui a suivi avait une qualité différente de tous les autres de ce matin-là. Marsh a jeté un coup d'œil à sa collègue, puis au conseil de mon père, et a hoché la tête lentement, puis avec fermeté avant que quiconque nommé Owen n'ait prononcé un mot.
L'acheteur avait vu le fondateur faire exploser sa propre légende devant ses employés. La clause de retraite n'était pas ma vengeance. Elle relevait désormais simplement de l'audit préalable. Mon père m'a regardé sur toute la longueur de sa table, dans son bâtiment, sous sa photo de travers, et pour la première fois en 35 ans, il n'avait rien à me refuser et rien dont j'ai besoin. J'ai signé là où il me l'a indiqué. Et sur la ligne, à l'encre, pour la première fois sur un document de ma vie, j'ai écrit mon nom complet, Chloé Callaway Owen. J'ai rebouché le stylo et rassemblé la pochette avec le bracelet dans mon sac. Et j'ai prononcé la seule phrase que je m'étais accordée, la seule chose dans le dossier qui ne relevait pas des conditions. Vous avez dit à 80 personnes que j'avais de la chance d'utiliser votre nom. Je l'ai regardé de la même manière qu'il m'avait regardé à travers la salle de bal. Vous aviez raison sur un point ce soir-là, il n'a jamais été le mien. Je suis sorti par les bureaux extérieurs, passant devant les box où les gens se tenaient très immobiles, évitant de regarder, et j'avais presque atteint l'ascenseur quand une voix a crié mon nom derrière moi, brisé en plein milieu, dépouillé de son sirop, dépouillé de tout. Ce n'était pas la voix de mon père, c'était celle de Brianna. Je ne me suis pas retourné, non par cruauté, mais parce que certaines conversations nécessitent plus de temps qu'un hall d'ascenseur, et parce que pour une fois, la personne qui devait attendre, ce n'était pas moi. La vente s'est conclue le 28 mai selon mes conditions, chaque clause intacte. Les 3 actionnaires ont obtenu leur prix total. Les garanties d'emploi ont été inscrites noir sur blanc dans le contrat d'achat, et Gus Weaver, qui avait discrètement dit à Crestline qu'il ne resterait que si les équipes étaient protégées, a signé un nouveau contrat la même semaine. Les camions portent toujours le nom de Harmon Owen. Ils le porteront toujours. C'est consigné dans les documents maintenant, et les documents, comme je l'ai appris des 2 côtés, survivent à la version des événements de chacun. Mon père a été payé intégralement pour ses 52%. Je veux être honnête à ce sujet, car ce n'est pas une histoire où le coupable finit dans une salle d'audience ou dans un foyer. Il a fini riche et à la retraite, ce qui a toujours été le plan. Ce qu'il a perdu, c'était l'autre chose, celle que ma mère avait nommée à la table à repasser, l'histoire. En l'espace d'un mois, chaque personne qui s'était trouvée dans cette salle de bal avait entendu une version de ce qui s'était passé dans cette salle du conseil. Les gars du terrain l'ont dit aux sous-traitants. Les sous-traitants l'ont dit à leurs femmes. Les femmes l'ont dit à la table de l'église. Personne ne l'a affronté. Ce n'est pas ainsi que les choses fonctionnent dans notre milieu. Ils l'ont simplement recalculé, de la façon dont une ville recalcule un homme, discrètement et définitivement. Et il pouvait le sentir au club, au magasin de bricolage et partout où son nom avait l'habitude d'arriver avant lui. Il avait passé 35 ans et sacrifié une fille pour protéger l'homme autodidacte, l'associé loyal, la famille unie. Il a pu garder l'argent. L'histoire est morte dans cette salle du conseil de sa propre main devant des témoins. Brianna m'a envoyé un SMS 2 jours après la réunion. 3 mots, je ne savais pas. Je la croyais, pour l'essentiel. Elle n'avait rien su pour Neil, pour 1991, pour le décompte des mois. Ce qu'elle avait su, c'était tout le reste. Comment profiter du favoritisme sans se demander d'où il venait? Comment recadrer une sœur hors d'une photo? Comment chiffrer un être humain à 2 millions autour de l'acte? Je n'ai pas répondu et je ne l'ai pas bloqué. Le message reste simplement là, distribué et sans réponse, ce qui est pour l'instant la phrase la plus honnête que je puisse lui renvoyer. La fêlure qu'elle a entendue dans sa propre voix dans ce hall lui appartient d'examiner. Elle a eu 31 ans d'avance pour être certaine de tout. Elle peut passer un petit moment à être celle qui attend. Et puis, une semaine après la clôture, une enveloppe est arrivée par la poste. Mon adresse de l'écriture de ma mère. À l'intérieur se trouvait une carte d'anniversaire, un poisson de dessin animé sur le devant, délavé. Le papier cartonné était devenu mou avec l'âge, pour une enfant de 5 ans en 1996. Signé, ton ami Neil. Elle m'avait dit qu'elle l'avait retiré de la boîte aux lettres. Elle ne m'avait jamais dit qu'elle l'avait gardé. 30 ans. Cette carte avait vécu au fond de sa boîte à bijoux sous les perles qu'elle portait pour jouer son rôle. La preuve cachée dans le même tiroir que le déguisement. Sur une fiche Bristol de son écriture soignée, tu aurais dû avoir ça. Je ne demande pas à être pardonné. Maman. Je l'ai rencontrée la semaine suivante dans un café qui n'appartenait à la vie d'aucune de nous deux. Elle semblait plus petite hors de son contexte, et plus vieille, et elle n'a pas joué la comédie, ce qui s'avérait être le seul cadeau qui lui restait et que je désirais.
Je lui ai expliqué où en étaient les choses aussi simplement que possible. La porte n'est pas fermée, maman. Elle est entr'ouverte. Ce qui la franchit maintenant dépend de toi. Et cela commence par la vérité à chaque fois. La première fois que ce n'est pas le cas, la porte se ferme. Elle a hoché la tête lentement, tournant sa tasse. Elle n'a rien demandé de plus, ce qui m'a indiqué qu'elle comprenait le prix de demander. Nous sommes restés assis un moment dans quelque chose qui n'était pas du réconfort, mais qui était au moins désarmé. Et puis, alors que je ramassais mon manteau, elle a regardé par la fenêtre et m'a donné la dernière pièce. Celle qu'elle avait retenue à la table à repasser, celle qu'il ne restait personne pour la contraindre à livrer. Il t'a tenu le premier, tu sais, avant chacun de nous, avant moi, même. Ils étaient encore en train de me recoudre. Sa voix est restée égale, et c'est ainsi que j'ai su ce que cela lui coûtait. 6 minutes près de la fenêtre, la neige tombant devant les lumières. Elle m'a regardé. J'ai fait semblant de dormir, Chloé, pendant tout ce temps. C'était la seule intimité que je pouvais lui offrir. Pendant toutes ces années, j'avais gardé l'image que Neil m'avait donnée, une mère endormie, un secret gardé seul. Et elle avait été éveillée pendant l'intégralité des 6 minutes, allongée immobile dans un lit d'hôpital, regardant l'homme qu'elle ne pourrait jamais choisir tenir la fille qu'il ne pourrait jamais revendiquer, et classant cela là où elle classait tout. Dans la voiture, j'ai ouvert mon portefeuille et glissé la carte de 1996 dans la pochette derrière mon permis de conduire, à côté d'un ticket de voiturier numéro 112 que je n'avais jamais réussi à jeter. 2 morceaux de papier, 2 nuits, à 30 ans d'intervalle. La nuit où la vérité a été interceptée, et la nuit où elle est enfin venue me chercher. Il restait une enveloppe. Je suis allé au lac le dernier samedi de mai, tôt, avec du café et une boîte de beignets, ceux avec l'érable. La maison était à moi maintenant, ce qui ressemblait encore moins à de la propriété qu'au fait de se voir confier quelque chose. Sur le manteau de la cheminée, j'avais placé le bracelet dans un petit cadre à côté de la photo de portefeuille d'un nouveau-né furieux. 6 minutes. Mes nouvelles cartes de visite étaient arrivées cette semaine-là, et une boîte reposait sur le comptoir, Chloé Callaway Owen. Je n'arrêtais pas d'ouvrir la boîte juste pour regarder. De la façon dont on vérifie une chose guérie. J'ai tout transporté sur la terrasse. L'eau faisait sa routine matinale, le gris devenant or. J'ai posé les beignets sur la coudoir de la chaise patinée, sa chaise, sa part de l'échange. Et je me suis assise sur les marches avec la dernière enveloppe, l'épaisse, datée du 12 mars de cette année. Et je l'ai enfin ouverte. C'était une carte d'anniversaire, bien sûr. Sur le devant, un petit bateau peint sur une eau calme. À l'intérieur, de l'écriture penchée et soignée que je reconnaissais maintenant d'un registre d'hôpital, il avait écrit 5 lignes, « Tu as 35 ans aujourd'hui, et si tu lis ceci, Aya fait son travail, et j'ai manqué de temps pour faire le mien en personne. Je suis désolé pour cela. Tu as demandé pourquoi je suis resté à l'écart. Mauvaise question, gamine. Je ne suis jamais parti. Papa. 35 cartes. 30 d'entre elles signées NU, ton ami Neil, ou rien du tout. La dernière, la seule signée papa. Si quelqu'un dans votre vie vous a aimé à distance, ou si vous avez enfin cessé de supplier à une porte qui ne s'ouvrait jamais, dites-le leur ou dites-le moi dans les commentaires. Quelqu'un qui lit ceci ce soir a besoin de savoir que la chaise n'a jamais été vide. Je suis resté assise dehors un long moment. Puis je me suis levé et j'ai fait la chose autour de laquelle j'avais tourné tout le mois sans m'autoriser à la regarder directement. Je me suis assise dans la deuxième chaise, celle dont la finition était à peine usée, celle qui s'était tenue à côté de la sienne saison après saison, face à l'eau, gardée prête pour une invitée qui ne savait pas qu'elle avait été conviée. Elle n'avait pas l'air neuve. Elle donnait l'impression d'un siège réservé, comme d'entrer dans une pièce pleine et de découvrir, après une vie passée sur des chaises pliantes près de la porte de la cuisine, que quelqu'un avait mis votre nom sur la bonne et l'avait défendu pendant 35 ans. Le soleil a dépassé les pins. Le café est devenu tiède dans mes mains. Quelque part sur l'eau, un poisson a sauté et a fait onduler la lumière, et j'ai ri. Un petit rire sans répétition, le genre qui arrive à l'heure. Certains héritages sont de l'argent. Le mien a été de 6 minutes, 35 cartes et une chaise qui m'avait attendu tout le temps.